Valérie Sanson, tu chapeautes plusieurs projets autour de la santé mentale périnatale. Qu'est-ce qui fait que la santé mentale est tellement mise de l'avant autour de la périnatalité? En fait, pour plusieurs raisons. Tu sais, devenir parent, c'est une aventure unique, mais ça requiert du temps et beaucoup d'adaptation. Tu sais, on est la somme de nos expériences dans la vie. Puis je dis souvent que les parents, les futurs parents, arrivent avec leur baluchon. Puis dans ton petit baluchon, tu as tes expériences de vie, des fois des antécédents en santé mentale, tu as tes forces, tu as tes défis. Puis tout ça peut être mis un peu à rude épreuve pendant la période périnatale, qui est du début de la grossesse jusqu'à 1 an suivant la naissance de l'enfant. C'est une maman sur 5 qui va vivre des symptômes de dépression ou d'anxiété durant cette période-là. C'est beaucoup. C'est beaucoup, puis c'est à considérer dans ce qu'on fait aussi. Il y a aussi les changements du corps pendant la grossesse. Il y a beaucoup d'organes qui sont bousculés, l'image corporelle change, mais il faut nommer qu'il y a des femmes qui n'aiment pas l'expérience de la grossesse, qui n'aiment pas être enceinte. Moi, Et ces gens-là vivent souvent beaucoup de culpabilité par rapport à ça, parce que c'est pas ce qui est attendu dans la société de ne pas aimer être enceinte. c'est pour ça que je le dis souvent. Mais tu fais J'ai l'impression d'alléger. Parce que c'est comme un tabou de dire « Hey, j'étais pas bien dans mon corps quand j'étais enceinte. » Absolument. Puis plus on va le dire, moins les mamans vont se sentir coupables. Absolument, absolument. Puis ça veut pas dire que t'aimes pas ton enfant, ça veut pas dire que tu seras pas un bon parent, ça veut dire que t'aimes pas ça cohabiter avec un bébé dans ton ventre. C'est aussi un tout nouveau rôle qu'on doit s'approprier. On n'a jamais été parent, on s'est peut-être projeté dans ce rôle-là, on s'est peut-être idéalisé même dans ce rôle-là. Mais la réalité fait en sorte que tu attends un bébé pendant des mois, il arrive du jour au lendemain, mais tu ne deviens pas parent du jour au lendemain. Ça prend du temps pour s'adapter, puis il faut laisser ce temps-là aller. Puis il y a aussi tout l'héritage familial, tu sais. Tu as été élevé dans un environnement avec des croyances, des valeurs, tu as reçu une éducation. Puis là, il faut que tu fasses le tri de tout ça. Qu'est-ce que tu veux garder? Qu'est-ce que tu veux transmettre à ton enfant? Puis la même chose pour le partenaire. Puis là, il faut trouver moyen de faire équipe pour que ça fasse du sens. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, puis ça peut fragiliser une santé mentale. Jason réseaux sociaux. C'est quoi la réalité des mamans autour des réseaux sociaux? Tu sais, les réseaux sociaux, là, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ah, oui. Pour le meilleur, parce qu'il y en a des belles choses sur les réseaux sociaux. Ça peut être un très bel espace de partage pour avoir des informations, des conseils, des encouragements. Mais c'est aussi une grande part d'ombre dans tout le reflet très biaisé de la maternité. Tu sais, on nous expose une maternité parfaite. Je sais pas si tu as remarqué, les mamans toujours organisées, tout est propre, toujours heureuse, toujours épanouie. On nous représente la maternité parfaite. Donc, une maman qui voit ça peut vivre énormément de culpabilité de dire « Bien, moi, j'arriverai pas à ces standards-là. » Puis ça peut avoir un impact, puis ça peut amener des symptômes dépressifs puis anxieux. Donc, on fait quoi? On essaie de relativiser. OK. On choisit ce qu'on regarde aussi. OK. Puis on se dit « Bien, ça, c'est une image, je vais faire la mienne. » On peut essayer de le voir comme une source d'inspiration, mais pas comme une norme, parce que ça crée énormément d'attentes irréalistes, énormément de pression. On tombe dans une ère de pression de performance de la maternité, tu sais, la maternité de performance, où les mères sont inquiètes de ne pas être à la hauteur. Elles ne se donnent pas le droit à l'erreur. Ils ont peur que les autres ne les trouvent pas bonnes dans leur rôle de mère, tu sais. Donc, c'est sûr que ça a des gros impacts. Comment les parents peuvent prendre soin de leur santé mentale? Il y a plein de choses que les parents peuvent faire, puis souvent, ils sous-estiment énormément les forces qu'ils ont en eux. D'abord, d'être en mesure d'accueillir, de reconnaître les émotions pour pouvoir les gérer et les apaiser dans les moments plus difficiles. Déjà, ça, c'est énorme. D'avoir recours à son réseau de soutien. Tu sais, on dit que ça prend un village pour élever un enfant. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup de gens, ça doit être des gens significatifs. Ça peut être ses amis, la famille ou des ressources communautaires. Aussi, d'apprendre à se trouver compétent comme parent. Ça, des fois, c'est d'avoir des gens autour de nous qui sont des modèles, qui sont positifs, puis d'être bienveillant avec soi-même, puis se donner la chance. Tape dans le dos. La tape dans le dos, tu sais, de se donner le temps. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Puis finalement, bien, d'avoir l'espoir dans ses capacités, d'évoluer, puis d'apprendre, puis de se trouver une place dans ce grand défi-là. Encore aujourd'hui, c'est tabou, la santé mentale périnatale. Pourquoi? On a fait beaucoup de progrès en général sur la santé mentale. En période périnatale, il y a encore beaucoup de tabous. On dirait qu'on se doit d'être heureuse, épanouie en tout temps. Qu'est-ce qui fait que les parents hésitent à en parler? Bien, pour répondre à ces standards-là, par désirabilité sociale. C'est ce qui est attendu de toi, d'être heureuse, épanouie,
chevaucher ta licorne 24/7 quand tu es enceinte. C'est pas toujours le cas. Donc, ils veulent pas déplaire, elles veulent répondre à ces attentes-là, donc elles vont juste pas nommer. Ils ont peur aussi. Ils ont peur d'être jugés, ils ont peur qu'on doute de leurs compétences parentales. C'est pour ça qu'ils hésitent à en parler, mais pendant ce temps-là, la souffrance, des fois, devient tellement grande qu'ils attendent d'être au bout du rouleau avant d'en parler. C'est sûr que si on agit en amont, si on ouvre des portes comme professionnels, c'est peut-être pas les parents qui vont faire le premier pas. C'est peut-être à nous d'ouvrir la porte. Comme professionnel, notre rôle aussi, c'est de pouvoir aider les parents à trouver des stratégies pour faire face aux difficultés tout au long de cette aventure-là, de leur refléter leurs forces, parce que c'est sûr qu'ils en ont. Ils en ont tout le temps. Puis de les aider à trouver des stratégies pour prendre soin d'eux. Puis de les référer vers les ressources nécessaires quand le besoin est là. Petit mot sur les partenaires. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les partenaires sont tellement précieux. Puis si on y va au sens plus large, l'entourage, ils peuvent répondre à différents besoins. C'est des alliés extraordinaires pour une famille qui devient parent. Pour répondre à des besoins simples, concrets, faire l'épicerie, faire le lavage, aller chercher le grand à la garderie. Ça peut être à répondre à des besoins plus informatifs, avoir des conseils, pouvoir avoir des encouragements ou qu'est-ce que tu as fait, toi, quand il s'est passé quelle situation, ou avoir un soutien émotif. Juste savoir que tu peux te confier à quelqu'un, puis que la personne va t'écouter sans jugement, puis sans nécessairement te donner un conseil. T'écouter pour t'écouter. Oui, c'est ça, j'allais dire. Des fois, on veut pas de conseils. On veut juste une oreille. Ils sont pas toujours faciles à recevoir, les conseils, puis ils sont pas toujours sollicités non plus. C'est ça. Faut pas sous-estimer le simple pouvoir de l'écoute, puis de normaliser ce que les parents vivent. Et j'entends que c'est difficile pour toi, je comprends. Dans la même situation, je vivrais la même chose, je pense. Je t'invite à continuer, là. Tu es sur la bonne voie.